Bienvenue dans le débat de France 24. Elle est dans l'œil du cyclone. Ici, en Europe, la Chine fait l'objet d'une méfiance croissante de la part des Occidentaux. Des tensions qui s'exacerbent autour du sort des Ouïghours. D'économique, la confrontation est en passe de virer à l'affrontement politique. Parmi les régions du globe où la rivalité est déjà perceptible, il y a bien sûr l'Afrique, continent autrefois colonisé par les vieilles puissances européennes, et désormais au cœur des attentions chinoises. Une équipe de France 24 s'est rendue en Zambie. Ce pays d'Afrique centrale est l'une des principales destinations des investissements chinois sur le continent. C'est aussi l'un des pays les plus endettés vis-à-vis de la Chine. Un pays qui est aussi en campagne électorale. La présidentielle est dans 4 mois. Et pour le président sortant, Edgar Lungu, candidat à sa réélection, la présence chinoise n'a rien d'anodin. On va en parler dans un instant avec vous, Roméo Langlois, grand reporter à France 24. Vous avez ramené de votre voyage un documentaire réalisé avec Nicolas Germain et Yi Song, diffusé dans Reporter Le Doc, visible aussi sur notre antenne et notre site internet. En voici un bref extrait. Those are Chinese. You can find it written Chinese name. Everywhere Chinese, everywhere Chinese. So we are controlled by Chinese as well. This time around, the life is very bad. The business are shut down because of coronavirus. Oh, the government, they are doing nothing. They are busy telling us lies. This is going to be very tough elections. People, they want change because they are really suffering. All these people, they are busy cheating us. This government has a zero tolerance to corruption. The Patriotic Front is a pro-poor political party. It is a party of the peasants, the ordinary Zambians, the farmers, the workers, the students. So it's a party of patriots and not sycophants, not those that want to steal from the people, to embezzle from government. We are very confident that His Excellency President Edgar Chagwa Lungu will emerge victorious. Morning. Antonio Mwanza, Deputy Media Director, Patriotic Front, Young Obama. We call him Young Obama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sound check. China is not taking away anything from Zambia. In fact, China has helped us more than the Western world. China has invested billions of their own money in our mining, in our infrastructure, in our communication and transport. China is investing billions of dollars in our energy infrastructure. So China is giving us a better deal. And also China is helping us with transfer of technology. China will continue to be our partner. 这个现任总统 Mr. Lungu 的 ，This one is my wife。从来赞比亚到现在啊，我已经见过赞比亚4位总统，我都见过。第一任总统卡翁达、卢皮亚班达、沙塔、Mr. Lungu。从个人角度哈，还有从这个企业的角度来讲，都希望这个政局的稳定。
政局稳，如果说换政府的话，你这个政局啊，这些一些政策啊，肯定会有改变。当然我们希望就是继续保持稳定的，让他呢就是再执政5年。Every country needs investment. The challenge that I can honestly tell you is that a lot of agreements that Zambia has with China are not transparent. Put a lot of money in roads, they put a lot of money in hospitals, and the problem with that is that most of these projects were overpriced. You know, there was a lot of corruption and awarding of contracts, you know, to friends, you know, and associates, you know, so instead of a road costing $10, roads were costing $50. The government has failed, you know, to actually disclose, you know, 100% how far our relationship goes with China. How much do we owe China? You know, external debt is over $10 billion and whatnot. But we know that the total debt is more than that. The Chinese businesses are present in a lot of sectors. They're everywhere. We need an economy that protects some of the sectors, you know, for the local people. They said that what challenges do you have with the Chinese? Yeah. These Chinese, they like bringing chicken on the market. Even if they are not ready, they just bring and they sell at a cheaper price. Okay? So you find that us Zambians, we are even failing to keep our chicken. Because of that, people are just going to buy Chinese chickens, and what they do, they can even start selling the chickens at even at 3 weeks, 4 weeks. And what they do, they boost their chickens. Too much medicine, the Chinese people. Zambian chicken she's good. After they reach 5 weeks, they start just giving water with feed, no any chemical. But Chinese continuous giving vitamins. Very can't compete with Chinese. Can't compete. It's cheaper. Your chicken is very expensive. Us, our chickens, they are big. We are selling at a high price. Them, they are selling at a small price. And we want the Chinese to go. Zambie, les nouveaux patrons, enquête au cœur de la Chine-Afrique. C'est un documentaire à voir dans son intégralité sur notre site internet france24.com, réalisé par vous, Roméo Langlois. Bonjour. Bonjour. Grand reporter à France 24. On va en débattre avec également parmi nous Jean-Paul Chang, économiste, cofondateur de la Lettre de la Chine. Également avec nous Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centrafrique de l'IFRI. Bonjour Thierry Vircoulon. Bonjour. Et Jean-Joseph Boileau est avec nous, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste des grandes économies émergentes, auteur de Chine dit Afrique. Alors, la Chine, l'Inde et l'Afrique, là, ça fait même appel à un troisième acteur, l'Inde, l'Afrique, et ces trois acteurs qui feront le monde de demain. Voilà ce que dit votre livre dans son sous-titre. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Roméo, dans l'extrait que l'on vient de voir, on ressent une animosité très vive envers la présence chinoise. Cette animosité, vous l'avez perçue uniquement sur ce marché ou plus généralement dans les différents sites que vous avez visités en Zambie? Elle est assez générale. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a un certain nombre de Zambiens qui considèrent que les Chinois ont développé le pays, ont construit des routes, des hôpitaux, mais la présence est de plus en plus massive. Et là, une présence perçue comme envahissante? Absolument. Ce qu'on voit là, c'est que de plus en plus de Chinois commencent à faire des métiers qui, pendant très longtemps, étaient occupés par les Zambiens. Là, on a rencontré l'élevage de poulets, c'est presque le cas d'école, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi de plus en plus de Chinois qui vendent des tomates, qui vendent du primeur et qui donc exercent une concurrence extrêmement difficile pour de très nombreux Zambiens, parce qu'ils ont très souvent un capital au pays, où ils arrivent avec un petit peu d'argent, et la plupart des entrepreneurs chinois que nous avons rencontrés là-bas sont souvent des gens qui viennent plutôt de la classe moyenne, voire de la petite classe moyenne chinoise, et qui donc viennent se lancer en Zambie. Ils expliquent qu'avec peu d'argent, on peut se lancer en Zambie parce qu'il y a tout est à faire, tout est à développer, donc avec un petit capital, on peut vraiment se développer. Donc c'est l'un des grands points, l'une des raisons de cette animosité, et de manière plus générale, il y a une animosité qui est due à la tutelle
tutelle politique, économique qu'exerce le gouvernement chinois et les entreprises chinoises sur la Zambie. La Zambie est considérablement endettée vis-à-vis de la Chine. Donc il y a des tractations qui sont très opaques. On ne sait pas vraiment comment le gouvernement arrive à tenir ses engagements. Le gouvernement a de plus en plus de mal à payer sa dette. Il y a des liens extrêmement forts entre de nombreuses entreprises chinoises et les hommes du parti au pouvoir. Donc les Zambiens sont conscients de tout cela et il y a un sentiment grandissant d'animosité envers les Chinois qui s'exprime vraiment dans tous les secteurs de la société. On va décliner tous les thèmes de votre documentaire, mais Jean-Joseph Boileau, c'est effectivement l'un des enseignements de ce documentaire pour ceux qui imaginaient la présence chinoise essentiellement caractérisée par des entreprises dans les industries extractives. Eh bien, on voit des individus chinois venir de Chine, parfois de provinces très reculées, pour tenter leur chance dans ce qu'ils perçoivent comme un nouvel Eldorado et dans des secteurs comme le commerce ou encore l'artisanat traditionnel. C'est ça aussi de plus en plus la présence chinoise. Oui, tout à fait. Quand même, sur la Zambie, il faut bien resituer les choses. D'abord, ce n'est pas la principale destination des investissements chinois en Afrique, c'est tout petit. C'était le cas en 2020 et c'est l'une des principales. D'après les données que j'ai, les principaux, en montant absolu, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte. Mais peu importe. Sur la Zambie, c'est un pays qui est grand comme la France, qui a 20 millions d'habitants et dont la dérive démographique est telle qu'il aura 60 à 70 millions d'habitants dans les 40 prochaines années, 50 prochaines années. Donc il y a un impératif de développement économique. Ce pays-là a eu une très mauvaise expérience avec l'Ouest, il faut le dire, notamment dans le cas de l'indépendance du pays contre la Rhodésie et l'Afrique du Sud dans les années 60. Et il a deux richesses très fortes sur le plan minier, puisque les Américains étaient venus dans les années 20-30 pour exploiter du cuivre, et maintenant c'est le cobalt, c'est-à-dire les deux mamelles, on va dire, du Made in China, tout ce qui est lié à la filière électronique. Donc le gros des investissements chinois, et notamment publics, se sont pour l'essentiel concentrés sur ces mines et apporter bien sûr des cadeaux, c'est-à-dire des infrastructures, des hôpitaux, etc. On a une courbe d'expérience en réalité. Du côté chinois, vous avez des tas d'entrepreneurs qui sont, on le voit en Chine, qui sont effectivement très entrepreneurs et qui vont donc chercher aux quatre coins du monde. Vous savez, il suffit d'aller à Paris pour voir des entrepreneurs chinois partout. Il y a les bars, les cafés, les tabacs, les restaurants et bien sûr de plus en plus d'usines. Dans le cas de la Zambie, ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce ne sont pas des petits investissements. Et le reportage est extrêmement bien fait. 250 millions de dollars, qui est l'évaluation, on va dire, de l'entreprise, qui fabrique quoi? Qui fabrique des sacs pour une demande locale. Alors, j'aimerais un tout petit peu, pour terminer, rééquilibrer un peu la balance, parce que les Africains qui vont voir ce reportage sur France 24, et il y en a de très nombreux, sont en même temps, vis-à-vis de la Chine, dans une position de dire, bon, vous les Occidentaux, vous êtes jaloux, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est la Chine qui marque des points. Nous, Africains, finalement, on vote Made in China, puisqu'on se précipite sur les produits Made in China qui sont très bon marché, et notamment les smartphones, etc. Et ce que, en partie, la Chine concurrence en offre locale, elle le réinvestit aussi dans une nouvelle industrie et industrialisation africaine. Donc, les Africains sont très balancés. Moi, il me semble que ce reportage donne les éléments qui montrent que la Chine fait en Afrique ce qu'elle fait en réalité en Chine, tout simplement, et que dans les pays africains qui sont, on va dire, faibles sur le plan de la gouvernance, eh bien, il y a une très grande difficulté, bien sûr, des Africains de dire aux Chinois, oh là là, non, je n'ai pas plus, à dénoncer la corruption. Vous avez des interlocuteurs qui donnent des exemples très précis des mécanismes de la corruption du Made in China, mais en même temps, je pense que c'est à l'Occident de comprendre que c'est un défi qui nous est lancé, je dis bien nous, à l'Occident, pour pouvoir bien comprendre que le décollage industriel, économique de l'Afrique passe par un nouveau type de relation, de rapport. La Chine aura été, je pense, utile dans les années 80-90, et maintenant, eh bien, on en voit les conséquences négatives, bien sûr. Les termes de l'échange, on en parlera dans la deuxième partie du débat. Ça fera l'objet d'ailleurs d'un autre extrait de ce documentaire de Roméo Langlois. Tout de même, une question, Jean-Paul Chang.
Est-ce qu'il y a une stratégie chinoise dans la conquête de la Chine? On a l'impression qu'il y a effectivement une stratégie gouvernementale, et puis il y a des entreprises, et puis il y a aussi des individus. Lorsqu'on entend par exemple ce chef d'entreprise, d'une grande entreprise, le PDG de Wonderful Group, qui effectivement précisément fait des sacs, et qui dit que lui, il a rencontré tous les présidents depuis qu'il est installé dans le pays, et que ce qu'il veut absolument, c'est la stabilité politique. Est-ce qu'il y a une interaction entre ces pouvoirs économiques à grande ou petite échelle et le pouvoir politique en place dans ces pays? Est-ce qu'il y a une volonté de maintenir coûte que coûte? On l'avait vu, pardonnez-moi, mais au Zimbabwe, lors de la fin de Mugabe, il s'était dit que les Chinois eux-mêmes avaient géré la transition vers un successeur, Emerson Mnangagwa. Je pense qu'il y a quand même une différence suivant la taille de l'entrepreneur ou de l'entreprise chinoise concernée. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes entreprises chinoises ou les entreprises chinoises ont une certaine importance par rapport à l'échelle du pays dans lequel ils sont implantés. Là, oui, il y a une cohérence entre le maintien d'une relation politique à stabiliser et leur activité et les prises de position. De là interférer sur le jeu politique? De là interférer, le gouvernement chinois, officiellement en tout cas, suit mordicus la ligne de non-intervention parce qu'ils savent que finalement, c'est le seul langage accepté. Ça, c'est le dialogue officiel, mais en coulisses? Même en coulisses, je pense qu'ils savent qu'ils ont affaire finalement à des rivalités internationales sur le sujet et que le moindre faux pas pourrait être utilisé contre eux. En ce qui concerne les petits entrepreneurs, effectivement, c'est vrai que, c'est pas pour caricaturer, mais le gouvernement chinois de Pékin ne peut pas contrôler l'ensemble des villages ou des sous-préfectures. Et il est arrivé dans d'autres pays, je ne me rappelle plus si c'est au Ghana ou ailleurs, où il y a tout un village de gens du Fujian qui sont partis aller chercher des mines d'or là-bas. Il y a une liberté totale d'installation de la part de ces Chinois qui décident de prendre pied en Afrique? En tout cas, une grande facilité pour les Chinois de voyager. Ils le font hors des circuits officiels? Très souvent. Mais une fois sur place, ils prennent contact, bien entendu, avec le consulat. Quand leurs intérêts sont en jeu, ils se tournent vers le consulat. Très souvent, ils mettent les consulats chinois dans l'embarras, parce qu'effectivement, officiellement, ils sont obligés de défendre les intérêts des ressortissants chinois. D'un autre côté, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus, sans empiéter éventuellement sur la souveraineté. Parce que ça donne lieu parfois à des dérives, ces installations sauvages, comme vous dites? Bien sûr, il y aura des frictions, toujours, au niveau, effectivement, de la population, tout ça. Je pense que vous en avez vu, des cas de conflits d'intérêts, d'activités locales, avec d'autres activités localement contrôlées par les Chinois. Et sur la Zambie, juste en 2 mots, pour dire qu'il y a quand même des circonstances électorales qui approchent et que le thème sur la Chine est devenu un thème très mobilisateur et très, très politisé entre les différentes forces politiques. Le maire de Lusaka, par exemple, est un notoire opposant du président actuel. Et il n'a pas été... Oui, la Chine dans le débat zambien, pas l'inverse. On ne parle pas de Zambie dans le débat chinois. C'est exactement ça. Donc il y a cette espèce d'emphase aujourd'hui sur le thème chinois dans ce pays. On va revenir avec vous dans un instant. On ira voir Thierry Vircoulon qui attend patiemment son tour et à qui on donnera la parole dans un très bref instant, dans moins de 2 minutes, dans la reprise du débat de France 24. Restez avec nous. Zambie, les nouveaux patrons, enquête au cœur de la Chine-Afrique, un documentaire exceptionnel réalisé par Roméo Langlois, qui est toujours ici même à mes côtés, ainsi que Nicolas Germain et Yi Song, un documentaire à voir sur le site internet de France 24. Toujours à mes côtés pour en parler, Jean-Paul Chang, économiste, cofondateur de la Lettre de la Chine, également Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, ainsi que Jean-Joseph Boileau, chercheur associé à l'ERIS, spécialiste des grandes économies émergentes et auteur de Chine dit Afrique. La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain, aux éditions Odile Jacob. Thierry Vircoulon, votre réaction à l'extrait que nous avons vu en première partie de ce débat, et notamment la question à la fois de la recherche de stabilité politique, nous avait dit le patron d'une grande entreprise chinoise installée en Zambie, au point, on le comprend, de vouloir peut-être soutenir le pouvoir en place, et puis aussi les méthodes commerciales des Chinois décrites par l'opposant à l'élection présidentielle, Andy Ford-Banda, notamment ce système de surfacturation. Est-ce d'après vous une réalité? Et si oui, où va l'argent? Oui, c'est une réalité en fait dans beaucoup de pays africains. Pour faire des affaires et notamment des affaires rentables, il vaut mieux être en de bons termes avec le pouvoir et notamment le président. Et donc on a vu se constituer des réseaux sino-africains, des réseaux d'affaires politico-économiques en fait,
qui associe des hommes d'affaires chinois et des hommes de pouvoir africains. Donc c'est quelque chose d'assez connu. Il y a notamment une personnalité qui a défrayé la chronique en son temps, qui est Sampa, qui est celui qui a fait le grand contrat entre l'Angola et la Chine au début de ce siècle, qui était un ancien membre des services de renseignement chinois, qui s'était reconverti dans les affaires et qui a été arrêté en 2015 pour des affaires de corruption. Au point sur les contrats publics surfacturés. Parfois, ce sont des multiples qu'évoquait l'opposant que nous avons entendu, des multiples effectivement de la somme réelle que coûtent ces travaux. Oui, la surfacturation est quelque chose d'assez fréquent. Quand on regarde notamment toutes les infrastructures que la Chine a construites et est encore en train de construire en Afrique, on se rend compte qu'en effet, il y a de la surfacturation. On se rend compte aussi qu'il y a ce dont parlait votre reportage aussi, c'est-à-dire des dettes cachées qui sont évidemment très, très préoccupantes pour la stabilité économique de certains pays, notamment la Zambie, où il y a 30% de la dette zambienne qui appartient à la Chine. Et donc, ces mécanismes financiers sont en fait fragilisants et posent évidemment des problèmes à terme. Pour prendre un exemple très simple, actuellement, il y a une crise financière. Certains pays africains traversent une crise financière très importante avec la récession mondiale et sont rouges. Donc, ils ont pu très rapidement se tourner vers Pékin pour demander un moratoire sur leurs dettes. Du coup, ils sont en effet très largement, leur sort économique est très largement décidé par Beijing. À l'exemple de cette relation économique, l'industrie du cuivre, c'est l'une des premières ressources économiques de la Zambie et la Chine y est aujourd'hui lourdement investie. Just standing at the Champishi Copper Smelter Limited, which is the biggest copper smelter in the African continent. Also the first copper smelter from China. The purity for this product should be 98 above.我们现在已经累计吸引了投资将近27亿美元，给当地解决了就业呢，大概1万个工作岗位，入园企业已经达到了74家。All the production line came from China. It's made in China. Some people in the West, they say China is getting too big in Africa. What is your response to them when they say that? It's a so big question. It's very difficult to say for that. 这怎么回答他？我知道，就是太大了嘛，就是有点掠夺资源。我觉得这个就非常敏感。其实对我们企业来说，我们就是来跟当地很好的融合，完了为他创造就业，给他贡献税收。当然，我们通过这样的合作呢，我们也创造了我们的价值嘛。我觉得这是一个共赢的，叫 win-win 的这种 situation。对，你们要知道，我们这个产品啊，不仅仅是卖到中国，我们还卖给一些西方的公司，包括法国的公司。Okay, let's go. That's a political question. Yeah. Of the West versus China. Yeah. Sorry, but just trying to make sure.
Do we have the figures of, in the Chinese mines, how much of the copper goes to China? Do we know that? We don't have any figures in the mining industry. It's crazy. It's crazy, just like that. Nobody. Why? Mines are very secretive. There is what is known as Extractive Industry Transparency Initiative, but it's all lies. Yeah, it's all lies. What is the government doing? Do you know how they do it? I go and take a sample to government. This is the copper ore I'm exporting. Then there's less copper content than what. Then what goes, nobody checks it. Roméo Langlois, c'est tout de même le conseiller économique, le propre conseiller économique du président zambien qui vous le dit. On n'a pas les chiffres exacts sur la valeur de ces exportations de cuivre par les entreprises chinoises. On a peine à le croire tout de même. Oui, c'est étonnant. Alors, à préciser tout de même qu'il ne parle pas que des entreprises chinoises. Il parle d'abord des entreprises chinoises. Une grande partie du cuivre part en Chine. Pas seulement, il nous a dit après que c'était la même chose que toutes les entreprises multinationales truquées. Mais effectivement, sur le cas de la Chine, qui est de plus en plus présente dans l'extraction du cuivre et dans la fonte du cuivre zambien, effectivement, il reconnaît lui-même qu'ils n'ont pas les chiffres exacts et ils aimeraient bien les avoir. Pour eux, le cuivre représente 70% des exportations environ de la Zambie, donc en termes de devises, c'est extrêmement important. Ils aimeraient bien avoir beaucoup plus la main sur ce qu'ils sortent de ce pays, donc il est extrêmement difficile de savoir exactement quelle est la quantité de cuivre, où elle part et combien touche le gouvernement local. Jean-Joseph Boileau, pour le dire clair, la Zambie se fait-elle piller ses ressources? Comment expliquer une telle opacité qu'un pays ne connaisse même pas la valeur du minerai exporté? Est-ce qu'il n'y a pas là une gigantesque perte de souveraineté tout de même? Bien sûr, mais la Chine est un peu le vilain petit canard. Et ce n'est pas une bonne chose, car on vient de vous le dire, et je le vois moi-même dans les statistiques que nous utilisons, il y a une opacité considérable. L'utilisation de prix de transfert, c'est une pratique générale. Et donc, ce que la Chine fait, c'est qu'elle a une telle puissance qu'évidemment, ça a permis à beaucoup de pays africains de trouver, on va dire, un contrepoids à l'influence. En l'occurrence, c'était les multinationales canadiennes et américaines qui exploitaient le cuivre zambien dans un premier temps. Et donc, dans un premier temps, la Chine a énormément permis à ces pays de se trouver un contrepoids à l'influence occidentale. Et puis tout d'un coup, c'est ça qui est en train de se produire. La Chine utilise les mêmes méthodes que les autres et énormément d'entreprises occidentales n'ont toujours pas signé ce qui a été indiqué tout à l'heure, qui est l'initiative pour la transparence des matières premières. Donc, aux pays africains, finalement, de trouver maintenant leur équilibre et la campagne électorale que le débat porte sur la présence chinoise au Zimbabwe au Zambie est extrêmement utile, car en fait c'est un débat qui doit être partout, à mon avis, en Afrique. Et ce débat va permettre de montrer que c'est la mauvaise gouvernance en Afrique en général qui est à l'origine de cette dérive du nouveau venu qui, lui, profite évidemment du terrain pour s'implanter et en retirer les bénéfices. Alors, il faut faire attention, il y a des bénéfices économiques, mais dans le cas de la Chine, il y a des bénéfices géopolitiques. Vous savez que les 54 pays africains qui votent aux Nations Unies suffisent à donner des majorités aujourd'hui à n'importe quel vote. Donc, je récapitule, que ce soit pour le bois, pour le mine, pour l'ensemble de ce qui est exporté par l'Afrique, environ la moitié aujourd'hui n'est pas répertoriée, que ce soit la Chine ou les pays occidentaux, et ces flux partent très souvent sur des fonds offshore, dans des centres offshore, et ensuite sont redistribués par les multinationales. Donc c'est une question pour l'ensemble de l'Afrique, et ce que, à mon avis, l'Occident doit faire, et en particulier la France, elle doit jouer un rôle majeur dans ce qu'on appelle la bonne gouvernance, qui est la seule solution pour que l'Afrique puisse avoir un développement économique qui rattrape son développement démographique. Mais l'histoire de la Chine, vilain petit canard, je pense qu'il faut faire attention. Il y en a autant dans la mare africaine que dans la mare occidentale, et c'est un vrai ménage qu'il faut faire. Jean-Paul Chang, la Chine ne fait-elle que profiter d'une situation qui préexistait son arrivée en Afrique?
est-elle aussi consciente aujourd'hui des soupçons que cela génère, voire même de la mauvaise image? Est-ce la raison pour laquelle elle occulte le débat sur sa présence? On vient de le voir dans la bouche même, pardonnez-moi, du PDG de la ZCCZ, ce groupe étatique chinois qui est à l'origine créé pour cette zone de coopération économique avec l'Afrique dans l'exploitation de minerais non ferreux, Oscar Liao, qu'on voit en début de ce court extrait, et qui l'indique lui-même: nous exportons chez tout le monde, et même en France, autrement dit, il n'y a pas que la Chine qui se sert aujourd'hui. Le problème des investissements sur les matières premières, notamment en Afrique, font toujours face à des aléas. Ces aléas, c'est par exemple le prix de la matière première, parce que le cuivre est vendu ensuite sur le marché international. Donc un projet peut être rentable ou pas, c'est une chose. Suivant le cas, récemment, le prix du cuivre était tombé très bas. Maintenant, ça remonte parce que la croissance revient, notamment en Asie. Mais le prix, certes, mais la pureté du minerai et donc le prix réel de ce qui est exporté, ça fait aussi l'objet tout de même d'un marché, donc d'une réglementation. Non, c'est quand même la loi du marché. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des années totalement déficitaires en termes de... Et ce prix, il est connu en théorie. Il n'est pas connu à l'avance. Comment vous pouvez prévoir le prix du cuivre ou même du pétrole d'ici sur une période aussi longue qu'un investissement aussi lourd industriel? Vous voulez dire qu'entre l'extraction, la transformation et l'exportation, on ne connaît pas jusqu'à ce qu'il arrive chez le destinataire final? Tout ce que je veux dire, c'est que les Chinois, face à des difficultés, par exemple, d'image ou des choses comme ça, je crois qu'ils font face avant tout à des vrais risques qui sont aussi économiques de la part... sur le plan économique et financier. Deuxième chose, c'est le problème de gouvernance dont parlait M. Boileau tout à l'heure, à savoir que vous avez entendu, par exemple, que l'entrepreneur chinois parle de stabilité. Mais en termes de stabilité, il faut bien voir une chose, ça signifie très souvent pour les grandes entreprises chinoises, notamment importantes, raffineries dans certains pays, le cuivre dans d'autres, c'est la vache à lait fiscale pour le gouvernement local. Donc il y a une sorte d'arbitraire des décisions qui vont changer tout le temps, suivant des changements politiques à l'intérieur du pays ou suivant les circonstances, ce qui pèse aussi sur les entreprises. Vous dites qu'il faut un climat des affaires stable. Voilà, et ensuite ça a une conséquence, en effet, sur l'endettement. Parce que l'endettement, c'est quoi? C'est, entre autres, parmi tous ces contrats industriels, il y a les contrats non seulement de production, d'installation, d'investissement, etc. Il y a des contrats d'entretien, de conseil, des choses de ce genre. Or, en général, lorsque vous avez un pays avec une balance des paiements complètement déficitaire, avec des réserves de change inexistantes, suite à d'autres dépenses inconsidérées éventuellement dans d'autres secteurs, on se retrouve avec des dettes non remboursables. C'est-à-dire, alors, quand une entreprise civile installée en Zambie ne peut plus payer ce qui avait prévu dans un contrat d'entretien ou de formation, par exemple, ça rentre aussi dans la dette. Donc, dans le pourrissement de l'endettement d'un pays comme ça, il faut voir c'est multifactoriel. Ce n'est pas seulement le surendettement d'un pays, enfin auprès d'un pays ou auprès de... il y a multiples causes. Il y a des causes notamment aussi de politique fiscale et budgétaire du pays. Vous êtes d'accord, Thierry Vircoulon, la Chine est devenue aujourd'hui le premier bailleur bilatéral d'un certain nombre de pays, à commencer par la Zambie justement. Est-ce qu'elle porte une responsabilité dans le creusement de la dépendance et peut-être des difficultés financières des Zambiens? Des Zambiens et des Africains, et c'est pour ça que je reviens sur l'expression qui a été utilisée tout à l'heure de vilain petit canard, qui est tout à fait fausse. Ce n'est pas un petit canard. La Chine est en train de devenir le principal canard, en fait, et c'est-à-dire qu'elle est en train de prendre le contrôle de secteurs entiers de l'économie en Afrique, et notamment dans le secteur minier. En RDC, elle domine le secteur minier. En Zambie, elle en constitue une partie très importante. En Namibie, c'est déjà le cas. Les investissements qu'elle a fait dans ce secteur minier en Afrique depuis 20 ans en font maintenant un acteur majeur et pas simplement un acteur qui est à égalité avec les compagnies occidentales. Et c'est pour ça que son comportement et le comportement de ces entreprises commence à être un vrai problème. D'autre part, la Chine, son impact aussi économique sur le continent est extrêmement négatif à long terme, puisqu'elle maintient l'Afrique dans une situation économique d'extraversion dont elle ne se sort pas. Il ne faut pas oublier quand même que l'Afrique ne représente que 2,7% du commerce mondial et que tout ce qu'elle vend, ce sont des matières premières, des produits agricoles. Et la Chine accentue cette tendance parce que ce sont les seules choses que la Chine achète en Afrique
et les investissements industriels qu'elle fait sont pour le moment tout à fait mineurs par rapport au fait qu'elle soit un et un importateur très important de matières premières, et donc elle ne contribue pas à la diversification des économies africaines qui vont rester des économies d'extraversion. Que va faire, Thierry Vircoulon, la Chine de toute cette dette accumulée si elle n'est pas remboursée ou pas remboursable pour certains de ces pays? Elle va, là, je pense qu'elle va avoir un comportement assez classique quand on est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'elle va faire des moratoires, elle est en train déjà de rééchelonner certaines dettes, comme par exemple celle du chemin de fer éthiopien, celle du chemin de fer kényan aussi. Elle a relancé le secteur du chemin de fer en Afrique, et ça, c'est un secteur qui est extrêmement endettant, si je puis dire. Elle va s'accaparer définitivement des ressources de ces pays. Est-ce qu'il y a un comportement de prédation, finalement, derrière cette attitude de Bayer? Elle va, comme je le disais, rééchelonner certaines de ses dettes, et elle va demander des contreparties. Le problème qui a été signalé tout à l'heure, c'est que beaucoup de ces contrats sont opaques, et donc on ne sait pas quelles ont été les contreparties qui ont été signées. Je parlais de réseau d'affaires sino-africain tout à l'heure. À l'époque où il n'y avait pas de crise financière, où la situation financière des pays africains était correcte, c'était tout avantage de signer ces contrats. Maintenant qu'ils sont endettés, ça va devenir beaucoup plus difficile, et on va voir en effet si on va voir finalement ce qu'il y a dans ces contrats en fonction de ce qu'obtiendra la Chine de ces pays. Mais pour le moment, ce qu'on a vu par exemple sur l'Angola, sur le Kenya, sur l'Éthiopie, ce sont des rééchelonnements de dettes, et puis on a vu aussi des relations se tendre sur ces questions-là entre certains gouvernements africains et Beijing. Et notamment, il y a eu des tensions avec le gouvernement kényan qui a finalement obtenu, qui à force de montrer les muscles en quelque sorte, a obtenu le rééchelonnement de sa dette sur le chemin de fer. Donc dans les années qui viennent, on va voir des tensions assez fortes, je pense, entre certains gouvernements africains et Beijing, et on va voir ce qu'il y avait dans ces contrats qui restent opaques. La fin de la lune de miel, Jean-Paul Chang? Non, je ne crois pas. Je pense simplement que le monde financier chinois, enfin en tout cas les banques chinoises, sont en train de faire l'apprentissage de ce que les banques occidentales ont appris dans les années 80 avec nos gigantesques eurocrédits qui ont été faits sur l'Amérique latine, et il a fallu ensuite provisionner. Oui, donc, des investissements hasardeux ou des prêts hasardeux en l'occurrence, ou qui ont été surfacturés éventuellement aussi, avec des politiques publiques, ensuite des pays emprunteurs qui ont nui à la situation générale, et ils sont retrouvés incapables de rembourser. Donc je pense que les Chinois rééchelonnent en ce moment, mais au bout d'un certain temps, ce sera peut-être des abandons de créances. Le problème, c'est que les Zambiens eux-mêmes ont l'impression de n'avoir pas eu droit au chapitre, ni dans les négociations qui ont présidé à ces emprunts, ni aujourd'hui dans une éventuelle renégociation à l'avenir qui signerait peut-être la perte d'un certain nombre d'actifs. Et puis que disent-ils aussi de ces mono-industries que décrivait Thierry Vircoulon, le fait finalement qu'on ait essentiellement développé des secteurs qui déjà étaient pour certains exorbitants dans l'économie zambienne, par exemple. Roméo Langlois. Oui, alors il y a un point qui effectivement est très important, c'est que la plupart des Zambiens qu'on a rencontrés, quand on parle de l'homme de la rue ou de gens qui avaient des responsabilités plus importantes au sein de l'opposition, d'ailleurs comme au sein du gouvernement, mais qui étaient critiques, disaient finalement les Chinois, ils jouent leurs intérêts. Ceux qui sont vraiment table à main, ce sont nos dirigeants. Il y a énormément de corruption. Donc voilà, on retrouve le débat que nous avions à l'instant sur la gouvernance. Donc la plupart des Zambiens disent effectivement il faut qu'on soit capable, nous, d'orienter les investisseurs, de contrôler les investisseurs. Et ça, c'est ce qui est fondamental pour l'évolution du pays. Et en ce qui concerne les évolutions industrielles, ils sont conscients qu'en fait, ils ont besoin d'investisseurs. Et ce que disent aussi tous les Zambiens, c'est que finalement, les Chinois n'ont fait que combler un vide. Qu'ils avaient besoin de développer l'industrie, de sortir du cuivre, ils avaient besoin de créer des routes, etc. Et donc, les Chinois, eux, sont venus. Les Zambiens, l'Occident a été très peu présent. Donc, il y a un appel d'air qui s'est fait. Les Chinois sont venus, ils ont investi. Et effectivement, il n'y a pas d'industrie extrêmement... Alors, le gouvernement avance beaucoup, parle de transfert de technologie, explique qu'effectivement, ils sont en train d'apprendre de nouvelles technologies aux Africains. Les Zambiens, effectivement, nous avons pu rencontrer un certain nombre de Zambiens, de grands groupes,
qui régulièrement partaient en Chine, apprenaient des choses. On leur inculquait également la culture d'entreprise chinoise. Il y a également des échanges universitaires qui sont importants. Donc il n'y a pas que des échanges, il n'y a pas qu'un rapport, on va dire, unilatéral. C'est beaucoup plus complexe. Cela dit, voilà, le grand défi, encore une fois, je crois que sur ça on est tous d'accord, c'est vraiment la gouvernance et c'est vraiment la capacité à contrôler ce que font les investisseurs chinois ou étrangers en général pour ce pays, quoi. Et ce sera le mot de la fin. Je vous invite à nouveau à aller voir le documentaire de Roméo Langlois, Nicolas Germain et Yi Song, Zambie, les nouveaux patrons, enquête sur la Chine-Afrique. C'est à voir sur notre site internet france24.com. Merci Roméo, merci également à vous Jean-Paul Chang, merci à Thierry Vircoulon d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Jean-Joseph Boileau. C'est la fin de ce débat. Place dans 7 minutes maintenant à un nouveau journal sur France 24.